Stéphane, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, est-ce que l'année n'est pas déjà faite sur les marchés boursiers? Ils avaient corrigé très sensiblement fin 2018 et ils ont rebondi avec une célérité et une vigueur assez stupéfiantes, à tel point qu'on peut se demander, parce que quand on a un mouvement très rapide, on sait que ça se produit, si le soufflet ne va pas retomber. Alors je pense qu'il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé en ce début d'année. Je pense qu'il y a deux éléments. Le premier, comme vous l'avez dit, on a eu une très forte correction sur le quatrième trimestre l'année dernière. Et je vous ai apporté un graphique où on voit la variation du PMI, c'est-à-dire les indicateurs avancés qui ont baissé. Donc, ils peuvent expliquer une baisse des marchés. Alors, les PMI, ce sont les indicateurs des directeurs d'achat. Exactement. Ces enquêtes dans l'industrie et dans les services. Donc, qui ont baissé, donc c'est une mauvaise nouvelle. Ça explique une partie de la baisse. Sauf que si on regarde purement les indicateurs de marché, il nous disait que le PMI allait baisser beaucoup plus que ça. Donc, dit autrement, il y a eu un excès de pessimisme du marché par rapport aux vraies données fondamentales. Il y a eu quelque chose comme un surajustement à la baisse. Et donc, nous, notre point de vue, à partir de mi-décembre, fin décembre, c'était de dire les marchés ont trop ajusté, les fondamentaux ne sont pas aussi mauvais que ça, et donc il y a un potentiel de rebond. Donc ça, je pense que c'est le premier élément. Mais est-ce que les marchés ont pris vraiment en compte le fait qu'ils avaient été excessifs dans l'analyse du cycle économique, ou est-ce qu'il les a réveillés, sortis un peu de l'ornière plutôt? C'est pas le fait que les banques centrales soient venues au soutien, tout simplement. C'est mon deuxième élément. On a eu un rebond des marchés de tous les actifs risqués en janvier. On a eu un discours de la BCE, avec Draghi en particulier mi-janvier, qui était plus accommodant qu'attendu. Mais le vrai point d'inflexion pour moi, c'est le FOMC, c'est-à-dire le rendez-vous de la Fed, où là, il y a eu un vrai changement de ton, avec une Fed qui est devenue beaucoup plus conciliante. Mais la question, c'est tout de même, pourquoi est-elle devenue si conciliante? Parce que Jérôme Powell était très clair, assez limpide, et il disait finalement, moi, j'écoute pas les marchés, j'ai des hausses de taux, je regarde le cycle, et j'ai des hausses de taux à effectuer. Et puis là, retournement de veste complet, et il dit, ne vous inquiétez pas, je suis là. Si vous regardez l'indicateur de surprise économique sur les États-Unis, on était proche de zéro. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, les données qui ont été publiées en décembre, en janvier, étaient à peu près en ligne avec les attentes. Donc, il n'y a pas eu de choc fondamental majeur. Donc, l'économie et les fondamentaux, à mon avis, ne justifient pas un retournement de position aussi marqué que ce qu'on a eu. Tout ça pour vous dire que je pense que c'est essentiellement les marchés qui ont drivé la Fed, qui ont changé la vue de la Fed, et il y a eu la baisse des marchés actions dont on a parlé, mais on a commencé aussi à avoir des sorties assez fortes sur le marché du crédit, sur le marché des prêts, etc. Et ça, potentiellement, ça peut poser un problème important au financement de l'entreprise. Donc la Fed a pris peur en voyant le comportement du marché, qui lui, d'après vous, interprétait à l'excès les risques de récession. En tout cas, il les surestimait. Tout à fait. Et donc, on aurait pu rentrer dans un cercle vicieux où les marchés baissaient. Ça crée un problème pour l'économie réelle. Et du coup, c'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, où parce que vous êtes pessimiste, vous coupez votre investissement, vos créations d'emplois, et du coup, l'économie ralentit, et du coup, vous dites, vous voyez, j'ai eu raison d'être pessimiste. Et je pense que la Fed a essayé de casser ce cercle vicieux. Ce qui est très intéressant, c'est que si vous regardez la deuxième moitié de l'année dernière, je vous ai amené un autre graphique, je suis 45 banques centrales dans le monde, la grande majorité des banques centrales montaient les taux. Alors justement, regardons un petit peu dans le détail ce graphique. Donc on a d'un côté le nombre de hausses des taux directeurs depuis le début 2018, c'est la courbe supérieure, avec le nombre de baisses des taux directeurs depuis le début 2018, et ça c'est vraiment la courbe inférieure. Et on voit en effet qu'en fin de courbe, on a une érosion, donc il y a de moins en moins de... Donc l'histoire sur la deuxième moitié de l'année dernière, c'était beaucoup de banques centrales montent les taux et quasiment aucune ne les baisse. Depuis le début de l'année, on a très peu de hausse des taux et on commence à avoir pas mal de baisses.
On a la Banque centrale d'Inde, alors vous allez me dire l'Inde c'est un peu exotique, mais on commence à avoir des banques centrales qui baissent les taux. Donc ce n'est pas uniquement la BCE et la Fed, c'est aussi un mouvement plus général et on commence à avoir des banques centrales importantes. J'ai cité l'Inde, la Turquie ou le Brésil pourraient aussi baisser les taux sur la première moitié de cette année. Donc il y a un vrai changement sur le début de l'année de politique monétaire. On était sur un resserrement qui était très global, avec beaucoup de banques centrales dans le monde qui allaient dans le même sens d'hausse des taux. Là, on a une pause, voire un demi-tour, même s'il n'est pas encore très très violent. Et on voit que le solde, là, est plutôt en faveur des banques centrales qui baissent les taux. Qui baissent. Mais je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que vous n'avez pas développé, mais vous avez laissé entendre que la Fed s'était peut-être un peu précipitée en apportant son soutien. Je ne sais pas si elle s'est précipitée. Ce qui est vrai, c'est que finalement, on n'a pas eu une correction aussi violente que ça. On a eu 15%. Alors 15%, c'est pas négligeable. Non, quand on est investi, on souffre, c'est sûr, mais on a vu pire. On a vu pire et ce n'est pas un crack financier. Surtout qu'on partait de niveaux de valorisation qui étaient assez élevés. Donc c'est vrai que la réaction de la Fed est un petit peu surprenante dans sa violence par rapport aux enchaînements de marché qu'on a eu jusqu'à présent. Donc est-ce qu'elle ne craignait pas vraiment un gros incident en provenance du marché obligataire? Si, je pense qu'il y a des fragilités, on en avait parlé d'ailleurs il y a quelques mois, sur le marché du crédit. Tant que l'économie va, tout va très bien dans le marché du crédit, mais il y a des vrais problèmes de perte de qualité sur les émetteurs, de perte de liquidité sur le marché, donc on peut très vite avoir des surajustements. Et donc c'est vrai que c'est un marché qui potentiellement peut être dangereux. Donc il ne faut pas partir sur le cercle vicieux dont je vous parlais. Je pense que c'est un des éléments qui a dû jouer dans la décision de la Fed, effectivement. Alors j'aimerais qu'on revienne à votre premier graphique, oui, celui sur le surajustement du marché par rapport aux fondamentaux, parce que, donc, comme vous nous l'expliquez, il met en parallèle l'évolution des indices des directeurs d'achat, les fameux PMI, et le comportement du marché. En gros, là, c'est le raisonnement inverse, c'est-à-dire vous dites, en fonction du comportement du marché, où devraient se situer les PMI. C'est ce qu'on voit avec la courbe la plus basse, là, sur la fin du graphique. Donc là, vous dites, le marché, finalement, a surréagi. Très bien. Mais ça nous amène à l'économie, aux fondamentaux. Est-ce que, encore une fois, le marché ne prend pas trop en considération la politique monétaire et, du coup, occulte certains éléments qui sont un peu alarmants en ce qui concerne le cycle? Aux États-Unis, on a eu une chute des ventes au détail assez spectaculaire hors automobile. On ne s'y attendait pas du tout. Tout à fait. On a déjà eu l'occasion de l'évoquer dans des précédentes émissions, des taux de défaut sur les crédits automobiles qui sont à des niveaux records. Tout ça est un peu paradoxal avec l'image très lisse et un peu irénique d'une croissance pétaradante. C'est juste. Alors, le premier point, pour revenir sur le graphique dit qu'on a eu un surajustement fin décembre, mais on l'a corrigé. Donc, une fois que vous avez corrigé cet excès de pessimisme, vous revenez sur des niveaux qui sont, je dirais, raisonnables. Donc, si vous voulez avoir des actifs risqués, en particulier la bourse qui continue à progresser, maintenant, il me faut de la croissance. Qu'est-ce qu'on a sur les États-Unis? Nous, notre prévision, c'est une croissance à 2,5, alors qu'on était plus proche de 3% l'année dernière. Le vrai problème, la vraie question, c'est est-ce qu'on reste sur du 2,5? C'est un tassement de croissance, on est sur des niveaux qui sont médiocres, mais qui ne sont pas catastrophiques. Ou est-ce qu'on sous-estime le ralentissement et en fait on a une récession? Et là, ce n'est pas du tout la même histoire. Parce que si je vous donne du 2,5 de croissance, je peux vous donner des marges d'entreprise qui progressent, des bénéfices qui progressent, et donc une bourse qui continue à monter, alors probablement pas aussi vite que ce qu'on a vu depuis le début de l'année, mais qui continue à glisser petit à petit à la hausse. C'est le meilleur des mondes, puisque dans ce cas-là, avec 2,5% de croissance, on n'a pas de surchauffe et la politique monétaire n'a pas changé. Paradoxalement, oui, parce que le 2,5 est assez médiocre. Le meilleur des mondes pour les marchés, entendons-nous. Tout à fait. Si
la croissance accélère violemment si on est sur du 3,5, vous allez créer énormément d'emplois, vous allez créer de la surchauffe, vous allez avoir des pressions sur les marges des entreprises, et donc là, ça va vraiment ressembler à une fin de cycle avec la Fed qui va se remettre à monter les taux, etc. Si en revanche, on se trompe dans l'autre sens et vous allez largement au-dessous de 2%, là, c'est un vrai gros ralentissement, et donc il faut parler de probabilité de récession, et on va jouer à se faire peur. Donc finalement, c'est vrai que le scénario à 2,5 n'est pas très excitant, mais c'est un peu le scénario du meilleur des mondes, parce que c'est le scénario qui permet aussi de ne pas avoir de récession dans un avenir proche. Cela dit, aux États-Unis, on a des PE de 16,5 aujourd'hui. On est revenu à ces niveaux. On est revenu sur des niveaux qui sont assez élevés. On n'est pas du tout au niveau d'euphorie qu'on avait au début de l'année dernière. Donc les PE, effectivement, sont un petit peu tendus. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a la saison des résultats en ce moment. Donc on a toutes les entreprises qui publient leurs résultats. Il y a 3 mois ou il y a 6 mois, quand une entreprise décevait, c'était un massacre total. Ça, c'est typique d'un marché qui croit à la récession. Qui est très optimiste. Parce que si vous êtes très optimiste, si vous avez des bons résultats, ben, le cours ne bouge pas tellement parce que vous avez payé cher déjà. Si vous avez des mauvais résultats, vous êtes très très pénalisé par le marché. À l'heure actuelle, quand vous avez des résultats médiocres, vous êtes pénalisé, mais dans une mesure qui est beaucoup plus faible. Donc ça veut dire que les anticipations du marché sont beaucoup moins euphoriques qu'elles ne l'étaient en début d'année dernière. Donc c'est un marché qui est plus sain. Ça ne veut pas dire que le marché va continuer à progresser. Une fois de plus, il faut avoir un scénario économique où vous avez un minimum de croissance et donc des bénéfices qui continuent à progresser. Sinon, ça ne tient pas. Ça, vous y croyez pour les États-Unis. Le temps file, il faut qu'on parle de l'Europe aussi. Oui. Parce que là, on a un ralentissement palpable. Oui. Alors, pour nous, nous plaidons la thèse du trou d'air. On a eu un certain nombre d'effets de court terme en fin d'année dernière. Il y a eu les normes environnementales sur l'automobile qui ont créé un effet de stock. C'est-à-dire on a trop produit, il y a des stocks. Du coup, quand vous avez trop de stocks, vous coupez votre production pour écouler les stocks. Ça, c'est un effet de court terme. Il y a eu l'effet pétrole. Je rappelle que le pétrole est passé à quasiment 85 $ sur le brut. Et donc, c'est une ponction sur le pouvoir d'achat des ménages. Les prix ont baissé maintenant, donc vous redonnez du pouvoir d'achat aux ménages. Le dernier point, c'est qu'on a une relance budgétaire cette année en Europe, qui n'est pas violente, mais c'est nouveau ça. On a une relance budgétaire en Allemagne, en Italie, en France, et donc ça va aider la croissance. Dit autrement, là aussi, je ne veux pas vous donner un scénario euphorique, on est très très loin de ça. Nos prévisions, c'est 1,2 de croissance pour cette année, ce qui n'est pas glorieux, mais 1,2, ça veut dire que les chiffres faibles de l'année dernière ne sont pas une nouvelle tendance et qu'on ne part pas en récession. Donc c'est un peu la même histoire que les États-Unis, croissance au molle, mais avec une probabilité de récession qui nous semble être, pour l'instant, limitée. Donc ce que vous dessinez comme futur pour les marchés actions à horizon 12 mois, c'est finalement pas de catastrophe, mais rien d'emballant non plus. Non, parce que une fois de plus, si la croissance est autour de 1,2, 1,3 en Europe, ça fait des bénéfices qui vont gagner 4-5% sur l'année. Si les marchés sont valorisés de manière à peu près correcte, les valorisations ne vont pas bouger. Et donc, on devrait à partir d'aujourd'hui faire du 4-5% d'ici la fin de l'année. Ce qui, sur 10 mois, n'est pas extraordinaire. Et en plus, il y a des risques. Donc, on fera certainement le yo-yo. Ce ne sera pas linéaire. Sur le marché obligataire aussi, l'année est faite. Ça, on ne sait jamais. C'est vrai que ça peut toujours aller plus bas. On est toujours surpris. Les taux à 10 ans allemands yoyotent autour de 0,1% à l'heure actuelle, ce qui est extrêmement bas. Nous, notre point de vue, c'est que les taux devraient remonter petit à petit parce que c'est trop bas. Mais c'est vrai qu'on est scotché sur des niveaux qui sont redoutablement bas pour l'instant. Il est difficile de voir les taux aller beaucoup plus bas sur le 10 ans allemand et sur le 10 ans français. En conclusion, et en quelques mots, qu'est-ce que vous conseillez de faire aux investisseurs ? On reste surpondéré sur les actifs risqués parce que, comme vous l'avez dit, sur les taux, vous n'êtes pas payé. Vous êtes à 0,1% sur les taux allemands, un petit peu plus sur les taux français, mais quasiment pas. Et puis, vous avez un risque. C'est-à-dire que si les taux remontent, la valeur de vos obligations va baisser. Donc, soit vous ne gagnez pas, si les taux restent là où on est, soit vous perdez si les taux remontent.
Donc on est obligé, si on veut du rendement, d'aller chercher du risque. Mais une fois de plus, on ne peut pas avoir des attentes de rendement très très élevées et il faudra prendre du risque. Donc il faut être très très agile et très prudent. Et en fait, c'est ce qu'on a à l'heure actuelle sur notre allocation de portefeuille. On a une allocation qui est risquée, mais avec le doigt sur la gâchette pour soit acheter de la protection si besoin est, soit réduire certaines pauses lorsque l'environnement est moins favorable. Stéphane, merci. Merci.